je vais appeler Rémi Knafou pour nous faire une petite histoire des congés payés. Alors, je vais présenter Rémi rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Quand on a échangé l'autre jour, je vous présente comment. Alors, vous m'avez dit historien, géographe, alors c'est un universitaire surtout. Je pense qu'il a donné vocation à beaucoup d'étudiants à venir travailler dans le tourisme. Moi, j'en fais partie. J'étais étudiant à Besançon et à l'époque, je lisais déjà vos œuvres et vos travaux. Et ce matin, voilà, on vous a demandé de nous rappeler un petit peu le contexte de l'avènement des congés payés en 1936, et de nous rappeler qu'en 1936, tout le monde n'est pas parti en vacances, hein, contrairement à ce qu'on pense. Les images de gens joyeux dans les trains, c'était pas 60% des Français hein, qui partaient en vacances. Et puis, voilà, de nous amener jusqu'à cette période et faire le lien voilà, entre cette conquête du temps libre et le droit aux vacances dont le ministre a parlé, puis dont on parlera tout à l'heure. Merci Jean, j'ai repris à mon compte l'intitulé proposé, voyant en fait qu'en 20 minutes imparties, c'est un peu une gageure, mais enfin bon, je vais essayer de respecter à peu près le contrat, compte tenu de l'importance du sujet. Alors, dans un premier point, je vais évidemment rappeler le moment fondateur qu'a été la loi sur les congés payés de juin 1936, puisque c'est à la fois une conquête sociale majeure et une véritable révolution culturelle. Il faut dire que la France avait du retard sur le terrain social, puisque finalement, il y avait comme loi précédente, la loi du 13 juillet 1906, qui avait créé le droit au repos hebdomadaire, le dimanche chômé, mais pas payé. Et donc le temps libre n'existait pas alors comme catégorie sociale légitime pour les catégories populaires. Et c'est à cette situation qu'il a été mis fin le 11 juin 1936, quand la Chambre des députés adopta le projet de loi sur le congé payé par 563 voix pour et une contre. Alors j'ai essayé de trouver l'identité de celui qui a voté contre. Je ne l'ai pas trouvé. L'histoire ne l'a pas gardé apparemment, n'en a pas gardé trace. Et adopté donc le 11 juin et promulgué à une vitesse qui aujourd'hui ferait rêver tous les législateurs, le 20 juin, avec deux mesures majeures, les 40 heures par semaine maximum et puis les 2 semaines de congés payés. Le texte de loi était court, mais révolutionnaire. Il stipulait que tout salarié ayant au moins 1 an de service dans une entreprise a droit à un congé annuel payé d'au moins 15 jours, dont 12 jours ouvrables. Et ce fut là une véritable rupture, redéfinissant le rapport au temps dans l'ensemble de la société française, puisque le repos devient un droit rémunéré. C'est la première généralisation des vacances rémunérées à l'ensemble du salariat français, puisqu'il existait déjà des précédents, les fonctionnaires depuis Napoléon III, et puis d'autres catégories, les gaziers, électriciens en particulier, mais cet élargissement-là a été décisif. Et je rappellerai à mon tour le rôle de Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs dans le gouvernement de Léon Blum, qui avait eu l'intuition que la loi sur les congés payés ne suffirait pas sans une politique active d'organisation des loisirs populaires. C'est pour ça qu'il y a eu comme accompagnement plusieurs leviers actionnés en même temps. Les billets de congés payés de la SNCF avec une réduction de 40% pendant les périodes de vacances, rendant le voyage financièrement plus accessible pour ceux qui n'auraient pas eu les moyens de se déplacer pendant leurs congés payés. Le développement des auberges de jeunesse, créant une infrastructure d'hébergement léger, bon marché, conçue pour les classes populaires. Le soutien aux associations d'éducation populaire. Donc cette politique-là a été fondamentale parce qu'elle reconnaissait déjà que le droit formel aux vacances institué par la loi était insuffisant sans les conditions matérielles et culturelles qui le rendent effectif. Alors, deuxième point, je voudrais insister sur quelque chose qui est relativement paradoxal à propos de la réception de cette loi de juin 1936, parce que c'est une genèse paradoxale et une ambiguïté fondatrice qu'on peut noter. Alors, genèse paradoxale parce que, finalement, cette loi n'était pas programmée et n'était pas revendiquée, ce qui est quand même assez étonnant, avec le recul dont on dispose maintenant. Alors, non,
programmée, elle ne faisait pas partie des programmes des partis qui ont obtenu la majorité créant le Front populaire. Et non revendiquée, ça a été noté par beaucoup d'historiens, et en particulier, j'ai trouvé le propos d'un journaliste de France Soir daté du 27 juillet 1936. Je le cite, « Le plus curieux, c'est lorsqu'ils déposèrent leur cahier de revendications au moment de l'occupation des usines, beaucoup avaient oublié de mentionner les vacances payées, ils n'y pensaient pas. » Et ça me paraît effectivement un point tout à fait important. Les milieux populaires en question n'avaient pas revendiqué les congés payés, non pas par manque d'aspiration au repos, mais parce que l'idée même de vacances était impensable dans le cadre politique, culturel, social existant. Les vacances étaient une pratique bourgeoise, quelque chose qui se passait dans un monde auquel les ouvriers n'avaient pas accès, pas même apparemment comme aspiration formulable. Alors, on a beaucoup mis en vacances, et Jean l'a rappelé, la ruée au moment de ce droit nouveau, notamment vers les plages, mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont réellement passées. D'abord parce qu'il n'y a pas eu véritablement de ruée, enfin, encore qu'il faut la relativiser. 600 000 personnes, c'est déjà beaucoup comme départ, mais dès l'été 1937, c'était 1 700 000. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Tous ceux qui sont partis, qui étaient une minorité de ceux qui pouvaient partir avec ce nouveau droit, ne sont pas allés vers la mer. L'essentiel des départs se sont faits vers ce qu'on appellerait aujourd'hui un tourisme de proximité, c'est-à-dire vers la campagne, vers, quand elle n'était pas trop éloignée, le lieu d'origine, le lieu de naissance, vers des forêts, vers des bords de rivières. Et le mode de transport dominant et symbolique, depuis, c'était le vélo. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut rappeler que ce que nous avons eu l'occasion d'écrire dans un livre publié en 2002 intitulé « Tourisme, un lieu commun », on ne naît pas touriste, on le devient. Autrement dit, il faut tout un apprentissage, toute une maîtrise de code pour pouvoir accéder à quelque chose, et c'est ce qui explique, dans ce qui a été noté par beaucoup de témoins de ce qui s'est passé en l'été 1936, c'est-à-dire que beaucoup étaient assez surpris, assez désemparés par ce droit nouveau, ne sachant pas comment l'employer. Et l'essentiel, finalement, l'a employé à des loisirs improvisés, parce qu'il fallait faire avec ce temps nouveau qui était à disposition. Donc, d'emblée, dans le traitement médiatique de cette révolution culturelle, l'accent a été mis sur le tourisme, précisément, comme utilisation privilégiée du temps libre, alors qu'il y en a d'autres d'utilisations possibles, et c'est ce que j'appelle l'ambiguïté fondatrice. Et donc, à partir de 1936, il y a donc 3 histoires qui interagissent, qui s'entrecroisent parfois. Il y a celle d'une conquête sociale, le temps libre payé, qui est allé en s'élargissant, mais en laissant persister de grandes inégalités. Il y a celle d'une pratique sociale, le tourisme, au départ limité à une frange de la population qui, elle aussi, est allée en se démocratisant avec des limites que l'on rappellera et qui ont déjà été rappelées. Et puis celle aussi dont la manière dont le marché s'est emparé du temps ainsi libéré pour en faire un temps économiquement productif et ainsi inégalement libre. Alors, le marché du bricolage, du jardinage, du cinéma, du sport, des jeux vidéo, etc., tous en concurrence plus ou moins directe avec le tourisme. Et là, comme ailleurs, le marché a su à la fois satisfaire des besoins et en créer d'autres. Alors, dans un troisième point, je voudrais maintenant aborder le caractère inachevé de cet héritage et ce qui est en cours à l'heure actuelle et les défis contemporains. Parce que si je reprends la chronologie générale maintenant, il y a eu plusieurs étapes successives. Donc 1936, je viens de le rappeler, les congés payés ont créé un droit au temps libre et impulsé un élargissement des départs en vacances. Ensuite, après-guerre, la reconstruction puis les 30 Glorieuses ont créé les conditions d'un enrichissement général de la France et donc accompagné d'une augmentation des taux de départ grâce à la hausse du niveau de vie,
grâce à l'augmentation de l'équipement automobile, au développement du camping, des villages de vacances, l'allongement progressif des congés payés aussi, évidemment, avec plusieurs phases importantes. Le gouvernement Mauroy, avec la création du ministère du Temps libre en 1981-84, a repris à son compte l'idée que le progrès social ne consiste pas seulement à augmenter les revenus, même s'il y a concouru notamment avec la création de l'Agence nationale des chèques vacances, 1982, mais aussi à libérer du temps. Et cette idée-là a été reprise par le gouvernement Jospin, et notamment avec ce qu'on a appelé les lois Aubry, avec la 5e semaine de congés payés en 1982, avec les 35 heures. Et on dispose maintenant du recul pour faire le bilan des 35 heures en la matière, et on a surtout constaté que cela avait augmenté la flexibilité du temps libre davantage que le nombre total de vacanciers. Ça a été l'une des surprises de cette disposition, qui d'ailleurs n'était pas uniquement destinée à augmenter le temps libre, mais aussi à partager le travail. C'était une des ambitions de la loi Aubry, et en rappelant que le tiers de ceux qui partent ne partent qu'une semaine. Dans cette perspective, les 35 heures ont davantage transformé la manière de partir que le fait de partir lui-même. Et la mobilité touristique a augmenté davantage que le nombre des touristes. Et aujourd'hui, donc, cet héritage des congés payés, il fait face à de nouveaux défis. Le principal étant celui qui a été à juste titre rappelé, des inégalités persistantes face au départ en vacances. Une part importante de la population ne part toujours pas en vacances, principalement pour des raisons financières, et sont directement touchés les travailleurs précaires, les familles monoparentales, les personnes à faible revenu. Alors, je ne vais pas revenir sur les statistiques, Jean y a fait allusion, mais pour rester dans le temps imparti, je me bornerai à noter que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la coexistence finalement de deux réalités. D'un côté, une hypermobilité touristique pour une bonne partie de la population, et d'autre côté, un non-départ durable pour une autre partie minoritaire de la population, minoritaire, mais qui, du fait que les vacances, le départ en vacances, pour parler plus exactement, est devenu une norme sociale, est quelque chose qui est évidemment plus difficile à vivre. Je rappellerai que cette norme sociale des vacances qui envahissent saisonnièrement la manière dont on rencontre médiatiquement des départs, c'est le résultat d'une production par plusieurs acteurs. Les médias sur le temps long ont été des puissants producteurs de la norme. En particulier, il y a eu des travaux sur les magazines, l'efficacité des magazines féminins dans les années 1950-1960 qui ont contribué à construire l'image des vacances comme le bonheur nécessaire, comme accomplissement de soi, comme une expérience que tout le monde devrait vivre. Et cette construction médiatique a été à la fois une description et une prescription, c'est-à-dire qu'elle a construit un désir et un modèle qui s'imposent comme une norme. L'école a aussi été un producteur de normes en la matière, puisque le calendrier scolaire structure l'année autour des périodes de vacances qui s'imposent à toutes les familles avec enfants. Et on sait bien qu'à la rentrée, la question « qu'as-tu fait cet été ?» est une question récurrente posée par les enseignants qui suppose implicitement que tous les enfants soient partis, ce qui n'est pas le cas, et ce qui met ceux qui ne sont pas partis en position difficile. Alors, l'industrie touristique est évidemment un producteur de cette norme et le plus intéressé. Ces campagnes publicitaires ne vendent pas seulement des destinations, elles construisent une conception de la bonne vie dans laquelle les vacances occupent une place centrale et nécessaire. Et puis il y a aussi le cercle social et familial qui est un producteur le plus direct, le plus quotidien. La conversation de saison, où es-tu parti cet été, est aussi une question normative qui suppose que la réponse soit une destination et pas le fait qu'on ne soit pas parti. Alors cette situation-là, elle résulte, cette relative stagnation, parce que c'est depuis une génération, en gros, que la stagnation du taux de départ en vacances s'observe, elle est le résultat du cumul de tout un ensemble de causes. L'approfondissement des inégalités économiques,
la hausse du coût des vacances, qui est un élément qui n'est pas suffisamment mentionné, parce que ce que j'appelle la rente touristique joue un rôle tout à fait important dans le mécanisme. Nous avons une concurrence des pouvoirs d'achat en matière de tourisme du fait de l'internationalisation croissante et notamment du recours à des clientèles étrangères qui est un des leitmotifs de notre politique touristique actuelle, qui a un effet d'entraînement sur les prix des locations, sur les prix de l'immobilier, sur les prix du foncier. Donc c'est un mécanisme puissant auquel il faudrait s'intéresser davantage. La fragilisation du tourisme social avec le désengagement progressif de l'État et des collectivités a déjà été rappelée à juste titre. La précarisation du marché du travail aussi, parce que pour un intérimaire ou pour un auto-entrepreneur, partir en vacances signifie perdre du revenu. Et donc là, on sort de ce régime de droit des congés payés. Donc on a là une persistance des inégalités d'accès aux vacances, 90 ans après la loi de 1936, qui est la confirmation que la conquête formelle d'un droit est insuffisante sans les conditions matérielles qui le rendent effectif. Et donc nous sommes toujours confrontés à cette tension à l'heure actuelle. Et en conclusion, et ainsi respecter à peu près le temps imparti, je voudrais dire que la leçon la plus importante que ce rappel historique permet de tirer pour une politique cohérente du temps libre et du droit à partir en vacances est que agir sur une seule ressource ne suffit pas, car ce que nous montre finalement la réflexion sur les données statistiques dont nous disposons maintenant sur le temps long, c'est que cette stagnation du taux de départ en vacances depuis plusieurs décennies est un révélateur sociologique de première importance, car elle nous dit beaucoup de choses sur la structure des inégalités françaises et sur les limites des politiques qui ont cherché à les corriger. Parce que ce qui est en cause, ce ne sont pas des mesures sectorielles, c'est la nécessité d'agir à ce moment-là sur tout un modèle de fonctionnement de notre société et de notre économie. Et qu'une politique en faveur d'un temps libre, d'un temps libéré, une politique efficace, doit s'appuyer sur une ambition globale afin d'agir simultanément sur plusieurs leviers, sur le temps évidemment, les congés, les RTT, la flexibilité des horaires, sur les revenus, les salaires, les aides au départ, les chèques vacances, sur la réforme du droit au congé pour les travailleurs précaires, parce que ça c'est une question qui me paraît aussi importante, sur les infrastructures, le tourisme social, les hébergements accessibles, les transports collectifs, et puis sur ce qu'on pourrait appeler le capital culturel, c'est-à-dire l'éducation au voyage, les pratiques familiales, les dispositifs de découverte du territoire, de l'altérité, etc. C'est précisément ce que le ministère du Temps libre, dont j'ai rappelé l'existence, avait tenté de penser de façon intégrée, mais dans un contexte qui n'était pas facile, puisque André Henry lui-même rappelait qu'il n'avait pas pu aller aussi loin qu'il l'avait voulu et que les inquiétudes générales des Français au sujet du chômage avaient beaucoup freiné finalement l'efficacité de son action. Dans ce contexte de célébration des 90 ans des congés payés et de la persistance depuis plus de 3 décennies maintenant des inégalités de départ en vacances, le récent article d'une journaliste du Monde, Emma Poésy, la semaine dernière, dans un article intitulé « Le départ en vacances est un réflexe conditionné », est tombé, je trouve, comme un cheveu sur la soupe, en nous rappelant, d'ailleurs involontairement, que dans notre société, il y a ceux qui ont le choix de ne pas partir en vacances et ceux qui ne disposent pas du privilège de faire ce choix. Car ça reste un privilège, et plus précisément un privilège de classe. C'est en cela que le discours antitouristique s'enracine toujours dans des variantes du mépris de classe et que la question des manières de faire vivre cet héritage de 1936 est plus politique que jamais, à l'heure où, ici comme ailleurs, on se préoccupe surtout de la montée en gamme pour faire venir davantage de clientèle fortunée lointaine, sans se préoccuper des effets, par exemple, sur l'accord de Paris sur le climat, ni sur la vulnérabilité de notre économie touristique face aux crises, qu'elles soient pandémiques passées ou à venir, ou géopolitiques actuelles. Je vous remercie.
Merci beaucoup Rémi. Vous revenez tout à l'heure cet après-midi en troisième table ronde et je vous interrogerai sur le lien entre le tourisme et les vacances que vous avez beaucoup pris en compte tout de suite, mais on en parlera tout à l'heure. Il était question donc que je vous présente très rapidement les résultats d'une enquête que vient d'initier VVF, une enquête un peu particulière qui, à ma connaissance, n'a jamais été menée et qui avait pour objet d'interroger les jeunes sur leur perception des vacances, puisque on vient de faire un bilan. On peut aussi se projeter, et on le fera cet après-midi donc dans la troisième table ronde avec Rémi Knafou en particulier, l'appréciation des jeunes sur la question des vacances. Alors, je vais faire un tout petit teasing parce que l'étude n'est pas encore totalement analysée et terminée, puis qu'elle sera ensuite présentée par VVF. Mais je vais rebondir sur les propos de Rémi tout de suite. Il y avait deux questions principales. La première, c'était comment vous vous projetez dans les vacances, dans les années à venir. Alors quand je parle de jeunes, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP sur les 18-40 ans, par l'IFOP d'un côté et puis par VVF de l'autre, auprès des gens qui fréquentent déjà VVF. Et ce qui est quand même très, très étonnant, c'est qu'il y a une polarité, mais alors vraiment assez extrême, entre ceux qui disent « moi je pense que j'aurai plus de vacances demain que j'en ai aujourd'hui ou que mes parents en ont eu », et puis ceux qui disent « moi j'en aurai moins ». Parce que, là, j'ai pas, on a parlé de capital culturel, mais surtout parce que je ne pense que je n'aurai pas les moyens. Et derrière cette question, ce qui est quand même assez j'allais dire intéressant, mais surtout ahurissant, c'est que finalement la reproduction du non-départ, elle se prolonge même dans la perspective. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui ne partent pas ou dont les parents ne partent pas, se projettent demain en disant nous non plus, on ne partira pas. Je donne les chiffres, 39% des gens disent on va partir plus. Alors sans surprise, c'est les gens qui partaient avec leurs parents, c'est les cadres, c'est les CSP+. Et puis ceux qui, de l'autre côté, ils sont 39% à dire nous on partira moins, c'est ceux qui ne partaient pas avec les parents. Je vous donne ce chiffre parce que moi j'aime bien les retenir. Et puis une enquête qui vient d'être sortie sur l'Observatoire des vacances. Grosso modo, 72% des Français partent. Donc il en reste 28 qui ne partent pas, alors c'est chaque année. C'est pour ça qu'on dit 40% des Français ne partent pas, parce que si on se met sur 5 ans, ça fait effectivement, grosso modo, 40%. Donc heureusement, ce n'est pas toujours les mêmes qui ne partent pas. Mais dans les 28% qui restent, ça fait environ 21 millions de Français, il y a ceux, et l'article du Monde y fait référence, il y a ceux qui choisissent de ne pas partir, pour X raisons, parce qu'ils ont construit une piscine, parce qu'ils n'ont pas envie de partir, parce qu'ils ont d'autres projets. Et puis il y a ceux qui ne choisissent pas de ne pas partir, et c'est à peu près 10 millions de Français, à peu près la moitié de ceux qui choisissent de ne pas partir. Alors ceux-là, c'est pour des raisons financières, il n'y a pas d'autres raisons. Ils sont 10 millions. Et quand on zoome encore un petit peu sur ces 10 millions, il y en a la moitié qui, eux, ne sont jamais partis. Et dans cette moitié-là, 86% des personnes avaient des parents qui ne partaient pas. Voilà. Donc, cette enquête de VVF, elle nous confirme, s'il y avait besoin, que malheureusement, le capital culturel, les difficultés financières, elles se prolongent de génération en génération. Ceux qui ne partent pas aujourd'hui, dont les enfants, qui ont des enfants aujourd'hui, se projettent comme des non-partants demain. Et puis, il y avait une deuxième question qui était posée. C'était comment eux voyaient les vacances. Alors, là, c'est assez intéressant parce qu'il y a une autre ambiguïté par rapport aux réponses qui sont données, c'est que la nature, elle s'impose comme le premier horizon des vacances de demain. Voilà, il y a une très forte attente et un très fort besoin de nature. Il y a une sensibilité à l'éco-responsabilité qui est très forte chez les jeunes. Mais alors, paradoxalement, on peut avoir cette sensibilité d'éco-responsabilité, mais on peut aussi avoir cette envie de partir loin. Ça, c'est très fort chez cette génération. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'ai des enfants qui n'ont pas de voiture, qui, pour certains, ne mangent pas de viande,
et me disent « mais moi je peux bien prendre l'avion au moins 2 fois par an parce que j'ai fait tous les efforts tous les jours de l'année, donc c'est pas toi qui vas me dire que j'ai pas le droit de prendre l'avion ». Et cette ambivalence, elle est intéressante, ce grand paradoxe entre des vacances, on va dire, toujours plus écologiques, mais toujours plus lointaines pour un certain nombre de jeunes par rapport à leur projection sur les vacances. Donc cette enquête, elle sera disponible et présentée et partagée par WWF. Moi, en prolongement de ce que je viens de dire et pour introduire le débat, alors c'est pas moi qui parle, c'est très difficile aujourd'hui, puisque moi j'anime, je voulais vous présenter, alors si on peut revenir à la diapo juste avant, voilà, je vais vous présenter 2 diapos, comme ça je ne vais pas être très long, pour introduire le sujet. J'ai pris, alors si on peut revenir aux images, voilà, j'ai pris celle-là parce que la semaine dernière, il faisait très chaud. Et comme d'habitude, le débat s'est porté sur la recherche de fraîcheur. Et les médias ont zoomé sur 2 phénomènes qu'on retrouve chaque fois qu'il fait très chaud. Des jeunes qui ouvrent les bornes d'incendie pour se rafraîchir, parce qu'il n'y a pas de mer à côté, parce qu'il n'y a pas de lac, parce qu'il n'y a pas de rivière, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Et puis les jeunes qui sautaient du pont au-dessus du canal Saint-Martin. J'ai fait beaucoup de trains la semaine dernière, donc j'ai regardé les infos sur mon smartphone, et j'ai regardé le nombre d'articles qui ont été faits sur ces 2 phénomènes, avec 2 mots qui revenaient régulièrement dans le commentaire qui était fait sur ces pratiques, l'inconscience et l'irresponsabilité des jeunes. Alors, ouvrir des bornes incendie, je ne vais pas cautionner ça, on est d'accord. Vous aurez remarqué que les bornes d'incendie, on ne les ouvre pas à la Cano au Sable d'Olonne, on les ouvre plutôt dans les quartiers où il fait très chaud. Et puis, il y avait une information, alors qui a été un peu plus médiatisée que d'habitude quand un centre de vacances ferme, puisque François Morel en a fait l'objet de sa chronique vendredi dernier, et en commençant qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu la mer pour commenter la fermeture du centre Herriot à Cancale, qui est un centre qui appartient à la région Île-de-France, dans lequel les enfants viennent apprendre à faire de la voile et puis viennent passer une semaine en classe de mer, je crois 1800 enfants, et une fermeture qui a été voulue par la région de France parce que le centre est déficitaire de 250 000 €. Et d'un côté, on dit c'est irresponsable, c'est inconscient quand on parle des jeunes, mais moi, je n'ai pas entendu un seul commentaire pour parler de l'irresponsabilité et de l'inconscience de ceux qui ferment les centres de vacances. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je trouve que dans le débat sur le droit aux vacances, sur le sujet, on est, alors quand je dis on, c'est les gens qui sont dans la salle, c'est les militants, c'est les gens qui sont sensibles à ces causes, je trouve qu'on est très poli par rapport à ces décisions politiques qui, pour moi, oui, relèvent de l'inconscience, parce que plus on va fermer de centres de vacances, plus les jeunes vont ouvrir de bornes d'incendie. Il y a une relation de causalité qui me semble assez juste. Donc, je ne sais pas, moi, quel mot il faut utiliser, comment on construit des éléments de langage pour commenter l'actualité, mais moi, je trouve que c'est assez interpellant de voir qu'on accuse la jeunesse d'irresponsabilité, mais la jeunesse, c'est la jeunesse, voilà, par définition. Oui, on fait des choses inconscientes quand on est jeune. Quand on est adulte et qu'on ferme un centre de vacances, oui, ça relève, je pense, pour moi, de la même inconscience et de la même irresponsabilité. Et puis la deuxième diapo, alors j'aime bien les chiffres, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Je vous rappelle ceux-là, parce que c'est ceux que chaque ministre, chaque acteur du tourisme aime bien rappeler en début d'Assemblée générale ou dans les bilans annuels. 222 milliards, voilà, c'est l'économie globale du tourisme en France, c'est les recettes. Un tiers sont réalisés par les clientèles étrangères. Et puis on aime bien rappeler que comme il y a beaucoup de clientèles étrangères qui viennent chez nous et qu'il n'y a pas trop, même s'il y en a quand même pas mal, à peu près un tiers des Français qui partent passer leurs vacances à l'étranger, eh ben, ce delta, cette différence, elle génère une contribution positive à la balance des paiements. Et je vous montre ça parce que, et on en parlera tout à l'heure, j'interrogerai un certain nombre d'intervenants, il y a un mot qu'on ne reprend et qu'on utilise assez peu quand on veut parler de tourisme social et solidaire, quand on veut parler d'accès aux vacances, quand on veut parler d'inégalité, c'est celui de la redistribution. Parce que 222 milliards, c'est pas rien. J'aurais pu vous mettre la TVA que rapportent ces 222 milliards de consommation, mais je vais vous mettre en face un chiffre
Alors c'est volontairement provocateur, hein, mais pour vous faire un ratio qui, moi, m'a interpellé quand je l'ai fait. Je viens de terminer la rédaction d'une revue sur ce sujet, en particulier des inégalités à la fois géographiques et sociales du tourisme. Et j'ai interrogé les acteurs qui gèrent des dispositifs, donc Nicolas Randy tout à l'heure pour la NCV, et puis j'ai interrogé la directrice de VACAF, parce que je voulais des chiffres sur l'ensemble des dispositifs. Alors, la NCV, on est d'accord, hein, mais Nicolas le rappellera tout à l'heure, c'est pas l'État, c'est les entreprises hein, et les salariés qui prennent des chèques vacances. Les CAF, c'est directement l'État qui donne des moyens pour accompagner le départ aux vacances pour les plus précaires. À l'échelle nationale, le montant affecté par l'État pour accompagner les familles, c'est 80 millions d'euros. Si on rajoute à peu près la même somme pour l'ensemble des CAF locales qui ont la liberté d'avoir des programmes d'accompagnement, on est grosso modo à 180 millions d'euros de la part des CAF pour accompagner les Français les plus précaires en vacances. 180 millions d'euros sur 222 milliards. Je vous donne ce chiffre et ce ratio, ça fait 0,07%. La redistribution de la performance touristique de la France, première destination mondiale en termes d'accueil de clientèle étrangère, c'est 0,07%. Alors, Martine Baville a réagi tout à l'heure aux propos du ministre. Moi, je vais réagir, c'est pas mon rôle, mais c'est pas à travers des fonds de dotation qu'on va régler le problème. C'est pas ça, c'est pas bon, je veux bien donner un petit peu via un fonds parce que ça me permet de défiscaliser, qu'on va améliorer le taux de départ en vacances. C'est parce que il y aura des politiques sociales un peu plus ambitieuses, parce qu'il y aura des phénomènes de redistribution, que ce soit via la taxe de séjour ou via d'autres dispositifs. Voilà. Ces deux diapos pour introduire et puis pour poser le débat. Voilà, les éléments de langage pour accompagner des décisions politiques qui ne sont pas très vertueuses et qui ne vont pas dans le sens, tout à l'heure, ça a été rappelé par Franck Présumé, le temps libre est aussi un temps d'éducation. Donc si on ferme une classe de mer, voilà, on fait une croix sur l'éducation. Et puis ce taux, alors bon, je ne sais pas si on fera le commentaire derrière sur 0,07%, mais je crois qu'il résume bien finalement l'ambition nationale sur le sujet de la redistribution des performances de l'économie touristique en faveur des plus précaires. Voilà, donc on va démarrer avec la première table ronde qui traite plutôt du bilan du droit aux vacances, de la démocratisation du tourisme, des dispositifs qui sont mis en place, de l'évolution de l'offre. L'idée, c'était de dire qu'au moment où on célèbre les congés payés sans regarder leurs limites, ça serait quand même un débat incomplet. Voilà. Le droit, il existe, le droit au temps libre existe, mais l'usage reste profondément inégal.